Porque los que han despertado de gens de enamorarse, y más important todavía, que dice eso de ti de tu pareja, y de lo que aún puede salvarse entre vosotros. Voici le script en français. Est-ce que vous avez déjà regardé la personne qui dort à côté de vous et ressenti, au fond de vous, quelque chose qui ressemble à du vide? Pas de la haine, non, pas même de la colère. Juste ce silence étrange, ce sentiment que deux personnes peuvent partager la même table, le même lit, les mêmes années, et pourtant ne plus vraiment se toucher, pas vraiment, pas là où ça compte. Et voici la question qui fait peut-être un peu mal. Et si ce vide n'était pas un accident, mais une conséquence directe d'une certaine façon de voir le monde, une façon que vous avez peut-être choisie ou qu'on vous a apprise sans vous demander votre avis? Déjà, les premières secondes de ce sujet révèlent quelque chose d'inconfortable. Parce que ce dont Christophe André parle aujourd'hui, ce n'est pas seulement d'une relation qui s'est refroidie. C'est de quelque chose de plus profond, de plus étrange, de plus paradoxal. Il parle de ceux qui ont travaillé sur eux-mêmes, qui ont lu les livres, fait les thérapies, pratiqué la pleine conscience, appris à poser des limites et qui, au bout du chemin, se retrouvent plus seuls que jamais en amour. Pas malgré leur réveil, à cause de lui, ou plutôt à cause d'une certaine version mal digérée de cet éveil. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous comprendrez pourquoi cette distinction change absolument tout. Pas seulement pour vous, pour vos enfants, pour votre famille, pour toutes les personnes qui vivent dans l'ombre de votre relation. Commençons par quelque chose de simple, une scène. Un mardi soir de novembre, après le dîner. La vaisselle est faite. La télévision tourne en fond. Deux personnes sont dans le même salon depuis 30 ans. Elle tient un livre qu'elle ne lit pas vraiment. Lui regarde l'écran sans vraiment regarder. Et puis elle dit, peut-être pour briser ce silence qui pèse, tu n'as pas pensé à appeler ta sœur pour son anniversaire? Et lui répond sans lever les yeux, je le ferai demain. Et voilà, c'est tout. Rien d'autre, pas de dispute, pas de larmes. Juste cette phrase qui tombe dans l'air comme une feuille morte, et ce silence qui reprend sa place tranquillement, comme s'il avait toujours été là. Ce n'est pas une scène dramatique, c'est une scène ordinaire, et c'est précisément pour ça qu'elle est si dangereuse. Parce que les grandes ruptures, les crises violentes, les trahisons spectaculaires, au moins elles font du bruit, au moins elles obligent à se regarder. Mais ce silence-là, ce silence propre, ce silence poli, il peut durer des années, des décennies. Il peut traverser toute une vie sans jamais provoquer de confrontation, sans jamais forcer quiconque à dire. Quelque chose ne va pas entre nous et nous devons en parler maintenant. Christophe André a observé cela dans sa pratique psychiatrique pendant des années. Et il l'a observé avec une douleur particulière parce que souvent, dans ces couples silencieux, l'un des deux, ou parfois les deux, est quelqu'un qui a justement travaillé sur lui-même. Quelqu'un qui a appris à gérer ses émotions, à ne pas réagir de façon impulsive, à prendre du recul, à observer plutôt qu'à s'emballer. En apparence, tout va bien. En réalité, quelque chose d'essentiel s'est éteint. Puis, c'est là que la question du titre prend tout son sens. Pourquoi les éveillés cessent-ils de tomber amoureux ? Si vous vous reconnaissez dans cette scène, ou si vous vous dites que quelqu'un que vous aimez pourrait s'y reconnaître, alors ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes mérite votre attention la plus complète. Parce que dans un moment, Christophe André va vous parler de ce qu'il appelle le piège de la lucidité et de comment il transforme l'amour en quelque chose de froid, de contrôlé, de presque chirurgical. Mais avant ça, si ce sujet vous touche, si vous avez déjà senti ce vide dans une relation qui était pourtant censée être la vôtre, laissez un commentaire. Dites juste « je me reconnais » ou bien « c'est exactement ce que je vis ». Parce que vous n'êtes pas seul. Et parce que ces mots, écrits dans un commentaire, font parfois plus de bien qu'on ne l'imagine. Et si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous, parce que ce type de conversation, profonde, honnête, sans phare, c'est exactement ce que cette chaîne s'efforce d'apporter chaque semaine. Maintenant, entrons dans le vif du sujet, et allons là où ça fait un peu mal. Il existe un phénomène que Christophe André a nommé,
avec une précision presque chirurgicale, le divorce émotionnel silencieux. Ce n'est pas la séparation légale. Ce n'est pas la guerre froide. C'est quelque chose de plus subtil et d'une certaine façon de plus dévastateur. C'est le moment où deux personnes décident, souvent sans même le formuler consciemment, de continuer à vivre ensemble, mais de ne plus vraiment s'investir émotionnellement l'une envers l'autre. On continue à fonctionner. On continue à partager les repas, les factures, les obligations, mais on a retiré son cœur de l'équation. On l'a mis à l'abri, parce que ça fait moins mal comme ça. Et voici ce qui devrait vous alerter, ce qui devrait créer en vous une forme d'urgence sincère. Ce divorce émotionnel silencieux ne reste jamais confiné entre deux adultes. Il se propage, il s'infiltre. Il colore tout ce qu'il touche. Les enfants, même adultes, même ceux qui ont quitté la maison depuis des années, ils ont grandi dans l'air de cette maison. Ils ont respiré ce silence. Ils ont appris, sans qu'on leur enseigne explicitement, que l'amour est quelque chose d'éteint, de résigné, quelque chose qui finit toujours par ressembler à de la cohabitation polie. Et cet apprentissage-là, il les suit. Il les suit dans leurs propres relations. Il leur apprend à fuir l'intimité au moment précis où elle devient trop réelle, trop vulnérable, trop risquée. La psychologie du développement de l'attachement, telle que l'ont documenté des chercheurs comme John Bowlby et Mary Ainsworth, et que Christophe André a longuement médité dans son travail, montre avec une clarté troublante que les enfants ne modèlent pas leurs relations futures sur ce qu'on leur dit de faire. Ils les modèlent sur ce qu'ils ont vu faire, sur ce qu'ils ont senti dans l'ère familiale, sur la façon dont leurs parents se regardaient ou ne se regardaient plus. Espera, laissez ça reposer un instant. Si vous avez des enfants, même grands, même partis, même bien installés dans leur propre vie, demandez-vous quel modèle d'amour ai-je été pour eux. Pas quel discours, quel modèle. Parce qu'il y a une différence immense entre dire à un enfant que l'amour est beau et lui montrer chaque jour par vos actes et votre présence que vous choisissez encore votre partenaire, que vous êtes encore curieux de lui, que vous prenez encore soin de cette relation comme d'une chose vivante qui a besoin d'attention pour ne pas mourir. Et si vous pensez que ce n'est pas votre cas, que vous avez peut-être attendu trop longtemps, que le mal est peut-être déjà fait, restez encore un peu. Parce que ce que Christophe André a appris, après des années à accompagner des couples en souffrance, c'est que le moment où l'on se pose vraiment cette question est rarement trop tard. C'est presque toujours juste à temps. Mais avant d'arriver aux solutions, il faut comprendre le mécanisme. Et ce mécanisme a un nom. Il s'appelle la désensibilisation émotionnelle progressive. Voilà comment ça fonctionne. Au début d'une relation, on est extrêmement sensible à l'autre. Ses humeurs nous affectent, ses silences nous intriguent, ses joies nous réjouissent. On est en alerte émotionnelle constante, presque douloureusement attentif à tout ce qu'il ou elle ressent. Et puis, progressivement, quelque chose se passe. On s'adapte, c'est normal, c'est même nécessaire. On ne peut pas vivre dans cet état d'éveil permanent, le cerveau apprend à économiser ses ressources attentionnelles. Bueno, jusque-là, rien d'anormal. Le problème arrive quand cette adaptation ne s'arrête pas à une juste mesure, quand elle continue jusqu'à ce que l'autre devienne presque invisible, quand on cesse d'être surpris par lui, curieux de lui, touché par lui, quand sa présence dans la pièce ne produit plus aucun effet particulier, c'est là que le silence du mardi soir devient structurel. Ce n'est plus une mauvaise soirée, c'est une façon d'être ensemble. Et maintenant, ajoutez à ce phénomène naturel la variable spécifique dont parle le titre. Ajoutez un individu qui a travaillé sur lui-même, qui a appris à observer ses émotions sans s'y perdre, qui sait reconnaître la différence entre un besoin réel et une dépendance affective, qui a compris que l'amour idéalisé, romantique, fusionnel, est une construction souvent douloureuse. Cet individu-là, en apparence, est mieux armé que les autres. Il est plus stable, plus mature, plus équilibré. Mais voici le paradoxe que Christophe André pose sur la table avec une douceur ferme. Cette même lucidité, mal orientée, peut devenir une armure. Une armure qui protège non seulement de la souffrance, mais aussi de la profondeur.
non seulement des illusions, mais aussi de l'émerveillement. Non seulement des dépendances toxiques, mais aussi du lâcher-prise nécessaire à tout amour véritable. À Vert, comment distinguer la vraie sagesse de l'armure déguisée en sagesse? C'est la question centrale. Et Christophe André y répond avec une image qui mérite qu'on s'y arrête. Il dit que la sagesse émotionnelle devrait ressembler à une fenêtre ouverte, pas à un mur. Une fenêtre qui laisse entrer l'air de l'autre, ses joies, ses peines, sa vulnérabilité, son désordre, son humanité imparfaite, sans pour autant laisser la maison se remplir de tempêtes. Mais certaines personnes, sous couvert de développement personnel, ont plutôt construit des murs polis, des murs décorés de citations bienveillantes, des murs derrière lesquels personne, pas même la personne qu'on aime, ne peut vraiment entrer. Et c'est là que la relation commence à mourir, pas dans une explosion. Dans un effritement lent, quotidien, presque imperceptible, comme une photographie qui se décolore sur un mur ensoleillé. On ne voit pas le changement de jour en jour, mais un matin on la regarde et on réalise que les visages ont presque disparu. Déjà une question qui s'impose, est-ce que vous reconnaissez cette dynamique dans votre propre vie? Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être devenu tellement raisonnable, tellement équilibré, tellement au-dessus des petites turbulences de l'amour, que vous avez perdu quelque chose d'essentiel? Cette capacité à être vraiment ému par l'autre, à être déstabilisé, joyeusement, par sa présence. Parce que si la réponse est oui, sachez que vous n'êtes pas en train de devenir sage. Vous êtes peut-être en train de vous anesthésier, et il y a une différence fondamentale entre les deux. Mais attendez, parce que ce que Christophe André va dire ensuite est sans doute la partie la plus importante de toute cette réflexion. Celle qui concerne ce qui se passe quand on laisse cette dynamique s'installer trop longtemps. Quand on se dit que ça ira, que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes, que l'amour résistera bien à ce silence, parce qu'on s'aime quand même, au fond non. Déjà, soyons honnêtes. Est-ce que l'amour seul, sans attention, sans soin, sans présence active, résiste vraiment? Est-ce que vous avez déjà vu un jardin continuer à fleurir parce que le jardinier se disait qu'il l'aimait sans jamais arroser les plantes? L'amour n'est pas une évidence. C'est une pratique. Et une pratique abandonnée finit toujours par se défaire. Christophe André raconte, dans sa pratique clinique, avoir rencontré des dizaines de couples qui partageaient exactement cette conviction. Il se disait, nous ne nous disputons pas, donc ça va. Nous sommes stables, donc c'est sain. Nous avons construit quelque chose ensemble, donc il y a de l'amour. Et puis, souvent à partir de la soixantaine, ou parfois plus tôt, quand les enfants sont partis, quand les obligations professionnelles s'allègent, quand soudainement la vie offre du temps libre et de l'espace, ils se retrouvent face à face et réalisent qu'ils ne savent plus vraiment qui est la personne en face, qu'ils n'ont plus vraiment parlé, vraiment ri, vraiment pleuré ensemble depuis des années, que la complicité s'est substituée à la routine et que la routine, elle, n'a rien de commun avec l'intimité. Et c'est là que le vrai danger se révèle. Parce que face à ce vide, les réactions sont rarement constructives. Certains cherchent à le remplir ailleurs, pas forcément dans une aventure romanesque. Parfois simplement dans un surinvestissement au travail, dans des loisirs solitaires, dans une amitié qui devient presque conjugale. D'autres s'enfoncent dans une dépression silencieuse, ce sentiment sourd de n'avoir pas vraiment vécu la vie qu'on espérait. D'autres encore explosent, tardivement, violemment, après des décennies de politesse, avec une intensité qui déconcerte leur entourage et qui en réalité est le résultat d'années de non-dits accumulés. Et les enfants, à nouveau, sont là. Pas forcément en témoin direct, mais ils reçoivent les ondes de choc. Ils voient leurs parents se séparer à 65 ans et ne comprennent pas. Ou ils voient leur mère s'éteindre progressivement, ou leur père devenir absent, même présent. Et ils portent tout ça, dans leur corps, dans leur propre peur d'aimer. Puis, il est temps de nommer les choses clairement. Si vous laissez cette désensibilisation émotionnelle progresser sans l'affronter, si vous continuez à confondre le calme de surface avec la santé relationnelle, le risque n'est pas abstrait.
Le risque est que votre relation devienne une coquille vide. Une belle coquille peut-être, propre, fonctionnelle, sans scandale, mais vide. Et que cette coquille devienne le seul modèle d'amour que vos proches connaissent. C'est ça, la vraie urgence, pas le divorce, pas la trahison. Mais l'acceptation silencieuse d'une vie à côté de l'autre alors qu'on aurait pu choisir d'être vraiment avec l'autre. Maintenant, est-ce que vous voulez savoir ce qui se passe réellement dans le cerveau de quelqu'un qui a cessé de tomber amoureux de son partenaire? Il y a quelque chose de fascinant là-dedans, quelque chose que la neurologie et la psychologie ont commencé à documenter sérieusement. Dans un moment, Christophe André va vous l'expliquer avec une clarté qui peut-être va changer la façon dont vous regardez votre propre relation. Mais d'abord, laissez-moi vous parler de Claire. Ce n'est pas son vrai prénom, bien sûr. La pudeur s'impose quand on parle de souffrance intime. Claire a 62 ans, elle est à la retraite depuis 2 ans. Elle a été mariée pendant 38 ans à un homme qu'elle a aimé profondément dans les premières années de leur relation. Elle a lu des livres de psychologie, elle a fait une thérapie. Elle s'est longtemps considérée comme quelqu'un d'équilibré, de mature, de peu dépendante émotionnellement. Elle était fière de ne pas être de ces femmes qui s'accrochent, qui supplient, qui perdent leur dignité pour un homme. Et puis, un jeudi matin de septembre, la 3e semaine après leur départ en retraite commune, elle s'est assise dans la cuisine pendant que son mari lisait son journal et elle a réalisé qu'elle ne savait plus ce qui lui faisait plaisir à lui. Pas son plat préféré, pas son film préféré, pas ce qui le faisait rire vraiment. Elle avait vécu 38 ans à côté de cet homme et elle le connaissait moins que la voisine du dessous ne connaissait son chat. Ce n'était pas sa faute à lui, ce n'était pas sa faute à elle. C'était le résultat d'une longue habitude de ne pas chercher à savoir, de supposer, de présumer, de croire qu'on connaît quelqu'un parce qu'on vit avec lui depuis des décennies. Mais voici quelque chose que Christophe André tient à dire avec douceur et fermeté. Ce matin de septembre, ce n'était pas la fin de l'histoire de Claire. C'était le début d'une autre, parce que Claire a eu le courage de ne pas se rendormir dans le confort de ses habitudes. Elle a posé son café. Elle a regardé cet homme, et pour la première fois depuis longtemps, elle lui a demandé sincèrement, comme si la réponse l'intéressait vraiment. « À quoi tu penses là maintenant ?» Et lui, surpris, a levé les yeux de son journal. Et quelque chose s'est passé, quelque chose de petit, de presque imperceptible, mais quelque chose de réel. Voilà ce que la pleine conscience, appliquée à l'amour, peut faire. Non pas transformer soudainement une relation en conte de fées, mais rouvrir progressivement, doucement, les canaux de la vraie présence. Ceux qui permettent à 2 personnes de recommencer à se voir. À Vert, entrons maintenant dans ce que Christophe André appelle la neurologie de la présence amoureuse. Parce que comprendre ce qui se passe dans le cerveau aide parfois à être moins dur avec soi-même et plus intelligent dans ses choix. Le cerveau amoureux, en phase de début de relation, est inondé de dopamine, d'ocytocine, de noradrénaline. On le sait, c'est ce qui crée cette sensation d'intensité, d'urgence, de luminosité que tout le monde associe au fait de tomber amoureux. Et puis, effectivement, après quelques années, ces niveaux s'équilibrent. Ce n'est pas un échec, c'est de la biologie. Le problème n'est pas que la passion initiale s'atténue, le problème est qu'on ne construit rien à sa place. La recherche en neurosciences affectives, notamment les travaux que Christophe André cite régulièrement dans ses conférences, montre que les couples qui maintiennent une connexion émotionnelle profonde sur le long terme ne sont pas ceux qui ont gardé la même intensité hormonale du début. Ce sont ceux qui ont développé ce qu'on appelle la résonance émotionnelle partagée, c'est-à-dire la capacité profondément entraînable à être affecté par l'état intérieur de l'autre, à sentir sa joie quand il est joyeux, à ressentir sa fatigue quand il est épuisé, à être touché par ses peines sans pour autant être submergé par elles. Cette résonance, elle ne se maintient pas seule, elle demande de l'attention.
Elle demande de la curiosité. Elle demande ce que les spécialistes de l'attachement appellent l'orientation vers l'autre, c'est-à-dire cette habitude quotidienne de tourner son regard vers son partenaire, non pas pour évaluer, non pas pour juger, non pas pour vérifier s'il fait sa part, mais simplement pour le voir. Pour être là, pour dire par sa présence attentive, tu comptes pour moi. Et voici une des choses que les éveillés, dans leur forme la moins accomplie, ont du mal à faire. Parce qu'ils ont appris, à juste titre, à ne pas être dépendants, à ne pas s'accrocher, à ne pas chercher à contrôler l'autre, mais parfois, dans cet apprentissage, ils ont aussi appris à ne pas chercher l'autre, à ne pas avoir besoin de lui, à fonctionner de façon tellement autonome que l'autre finit par se sentir, non pas respecté dans son indépendance, mais simplement superflu. Déjà, est-ce que vous sentez la nuance ? L'autonomie saine n'est pas l'indifférence bienveillante. L'autonomie saine, c'est être capable de se tenir debout seul et de choisir librement de tendre la main vers l'autre. De vouloir sa présence, non pas parce qu'on en a besoin pour survivre, mais parce qu'on l'aime et que sa présence enrichit la vie. Un éveillé qui a bien intégré cette distinction ne cesse pas de tomber amoureux. Il tombe amoureux différemment, plus profondément, avec plus de légèreté paradoxalement parce qu'il n'a pas peur d'être englouti, avec plus de liberté parce qu'il ne s'accroche pas mais il choisit, chaque matin, chaque jour, avec une conscience claire de ce qu'il fait et de pourquoi il le fait. Mais voici ce dont Christophe André veut vous avertir. La version mal digérée de l'éveil, celle qui se déguise en sagesse, mais qui est en réalité une forme de protection émotionnelle. Cette version-là condamne l'amour à une sorte de mort lente, propre et invisible. Et cette mort ne touche pas que les deux personnes concernées. Permettez que nous revenions un instant aux enfants. Parce que ce que Christophe André a observé dans sa clinique mérite d'être dit avec une clarté que la politesse ne devrait pas adoucir. Des études longitudinales sur le développement de l'enfant montre que le stress chronique de basse intensité dans un foyer, ce stress qui vient non pas de la violence ou de la dispute, mais de la froideur émotionnelle, de l'absence de chaleur expressive entre les parents, ce stress-là a des effets mesurables sur le cortisol, l'hormone du stress, chez les enfants. Il affecte leur capacité de régulation émotionnelle. Il influence leur façon d'aborder les relations d'attachement à l'adolescence et à l'âge adulte. Il peut se transmettre comme une empreinte, une façon d'être au monde qui dit « les gens qu'on aime finissent toujours par se distancer ». La proximité émotionnelle est dangereuse. Il vaut mieux rester un peu à l'écart pour ne pas souffrir. Et cette empreinte-là, elle se retrouve dans les cabinets de psychologie, dans les thérapies de couple, dans les ruptures incompréhensibles, dans les adultes de 40 ans qui ne savent pas pourquoi ils sabotent systématiquement leurs relations au moment où elles deviennent vraiment intimes. Ils ne savent pas. Mais Christophe André, lui, il sait d'où ça vient souvent. Il vient d'un mardi soir de novembre où deux parents ont regardé la télévision en silence et n'ont pas pensé à ce que cela apprenait à leurs enfants. Ce n'est pas de la culpabilité qu'il faut ressentir ici, non. Christophe André est le premier à dire que la culpabilité est un outil émotionnel de mauvaise qualité. Elle paralyse au lieu de mobiliser. Ce qu'il s'agit de ressentir, c'est de la responsabilité. Et la responsabilité, elle donne de l'énergie. Elle ouvre des portes. Elle dit « Je comprends, donc je peux agir différemment ». Puis, voici la question que Christophe André pose à ceux qui l'écoutent et qu'il vous pose maintenant directement. Qu'est-ce que vous voulez que votre relation soit pour les personnes qui vous regardent vivre ? Pas ce que vous voulez qu'elle soit pour vous seul, ce que vous voulez qu'elle soit comme exemple, comme modèle, comme empreinte dans la vie de ceux que vous aimez le plus. Parce que cette question change tout. Elle sort la relation du cadre privé de deux adultes qui gèrent leurs affaires internes et elle la place dans ce qu'elle est vraiment. Un acte public presque politique, un choix quotidien qui a des conséquences bien. Au-delà du foyer. Et maintenant,
Christophe André va vous donner les outils, les vrais, ceux qui ne nécessitent ni grand discours, ni révolution domestique. Ceux qui peuvent commencer ce soir même si vous le choisissez. Le premier outil s'appelle la présence intentionnelle et il est à la fois le plus simple et le plus difficile de tous. La présence intentionnelle, ce n'est pas passer plus de temps ensemble. C'est changer la qualité du temps qu'on passe déjà ensemble. C'est décider, une fois par jour au minimum, de poser tout ce qui vous distrait, les écrans, les pensées qui vagabondent, les préoccupations du lendemain, et de regarder votre partenaire comme si vous le voyiez vraiment. Pas comme un meuble familier, comme une personne avec une vie intérieure riche, complexe, changeante, que vous ne connaissez pas entièrement et que vous ne connaîtrez jamais entièrement. Et c'est ça qui est beau, pas l'illusion de tout connaître, la curiosité qui reste malgré les années. Christophe André s'inspire ici directement des pratiques de pleine conscience qu'il a introduites dans le champ de la psychologie clinique française. La pleine conscience appliquée à la relation ne consiste pas à méditer ensemble en tailleur sur un coussin, bien que pourquoi pas, après tout. Elle consiste à ramener l'attention au moment présent dans les gestes ordinaires de la vie commune. Regarder l'autre préparer le café. Entendre sa voix, vraiment l'entendre, pas comme un bruit de fond. Remarquer ses mains, remarquer ce petit sourire qui apparaît parfois au coin de ses lèvres quand il entend quelque chose qui lui plaît. Ces micro-moments d'attention, documentés par le chercheur américain John Gottman dans ses études sur les couples stables sur le long terme, sont des briques. De petites briques qui, accumulées jour après jour, construisent quelque chose d'immense, quelque chose que Gottman appelle la banque de confiance émotionnelle. Un capital affectif qui permet de traverser les tempêtes sans que la structure s'effondre. Le deuxième outil est ce que Christophe André appelle la curiosité radicale. Et il y a une légère ironie dans l'adjectif radical accolé à un mot aussi doux que curiosité. Mais c'est voulu. Parce que cette curiosité doit être active, délibérée, presque militante contre l'habitude. Concrètement, cela signifie poser des questions auxquelles vous ne connaissez pas déjà la réponse et résister à la tentation, très humaine, de compléter les phrases de l'autre à sa place. Parce que compléter les phrases de quelqu'un, c'est lui dire, poliment, que vous n'avez plus besoin de l'écouter pour savoir ce qu'il pense, que vous l'avez déjà classé, rangé, compris une fois pour toutes. Et personne, absolument personne, n'aime se sentir classé. Essayez ce soir. Posez une question que vous n'avez jamais posée, pas une question pratique sur les courses ou les rendez-vous. Une vraie question. Qu'est-ce qui t'a rendu heureux cette semaine? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire autrement dans ta vie? Qu'est-ce qui te fait encore peur aujourd'hui, à notre âge? Et puis écoutez, sans juger, sans conseiller, sans minimiser. Juste écouter, comme si la réponse était le chapitre d'un livre que vous voulez vraiment lire. Le troisième outil est la réparation rapide. Et c'est peut-être le plus contre-intuitif pour les personnes qui ont travaillé sur elles-mêmes, parce qu'elles ont souvent appris que les conflits doivent être analysés, compris, résolus méthodiquement. Ce qui est vrai en principe. Mais Christophe André ajoute une nuance capitale. Dans une relation longue, il y a des petits accrochages quotidiens, des incompréhensions mineures, des moments de maladresse ou de froideur involontaire qui ne méritent pas une analyse approfondie. Ils méritent une réparation rapide, légère, parfois presque humoristique. Un simple « je n'aurais pas dû dire ça, pardon », un geste, un regard. Un moment où l'on choisit de revenir vers l'autre plutôt que de s'enfermer dans sa position. Gottman a calculé, dans ses études longitudinales, que les couples qui durent et qui restent heureux ne sont pas ceux qui ne se disputent pas. Ce sont ceux dont le ratio de moments positifs sur moments négatifs est d'au moins 5 pour 1. 5 moments de connexion, de chaleur, de légèreté, pour chaque moment de tension. Bueno, 5 pour 1. Cela peut sembler mathématiquement froid pour parler d'amour, mais pensez-y autrement. Cela signifie que chaque petite attention, chaque sourire non performatif, chaque merci sincère, chaque caresse en passant dans la cuisine, tous ces gestes que l'on croit insignifiants parce qu'ils sont petits, c'est
Gestes-là sont en train de construire ou de détruire votre relation. Pas les grandes déclarations, pas les vacances extraordinaires, les gestes ordinaires, répétés ou abandonnés. Le quatrième outil touche directement à la question de l'éveillé et de son rapport à la vulnérabilité. Christophe André le formule ainsi: la vraie force n'est pas de ne plus avoir besoin de l'autre. La vraie force est d'avoir besoin de l'autre et de ne pas en avoir peur. Parce que la vulnérabilité dans une relation intime n'est pas une faiblesse. C'est le seul vrai langage de l'intimité. On ne peut pas être vraiment proche de quelqu'un si on ne lui montre jamais ce qui nous rend fragile. Si on se présente toujours comme parfaitement équilibré, parfaitement serein, parfaitement au-dessus des petites turbulences émotionnelles, cette perfection-là isole, elle impressionne peut-être, mais elle ne connecte pas. Et Christophe André le dit avec une pointe de sourire. Une personne qui ne montre jamais sa vulnérabilité à son partenaire ne lui offre pas un modèle de santé psychologique. Elle lui offre un miroir où il voit sa propre fragilité amplifiée et où il apprend progressivement qu'il vaut mieux cacher ce qu'il ressent vraiment. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie oser dire « j'ai besoin de toi », pas de façon dramatique, pas en mode crise, mais simplement naturellement. J'ai besoin que tu sois là, j'ai besoin de ton regard. J'ai besoin qu'on parle, vraiment de temps en temps. Ces mots-là, dits avec calme et sincérité, font plus pour une relation que des années de bonne gestion émotionnelle froide. Le cinquième outil est ce que Christophe André appelle le rituel de connexion. Et il sait que le mot rituel peut faire sourire, évoquer quelque chose de solennel ou d'ésotérique. Mais ce n'est pas ça. Un rituel de connexion, c'est simplement un moment régulier, prévisible, protégé, dédié à la relation. Pas aux enfants, pas aux projets, pas aux problèmes à résoudre, à la relation elle-même. Cela peut être un café partagé le matin sans téléphone, une promenade le dimanche, un dîner aux chandelles une fois par mois, oui même après 30 ans, oui même si ça semble un peu convenu au premier regard. Parce que ce que le rituel fait psychologiquement, c'est envoyer un message à l'inconscient des deux partenaires. Il dit « cette relation est une priorité. Elle mérite du temps délibérément alloué. Elle n'est pas seulement le décor de notre vie, elle en est le centre. » Et Christophe André ajoute, avec cet humour doux qui lui est propre, si vous avez du mal à trouver 1 heure par semaine à consacrer à votre relation, demandez-vous combien d'heures par semaine vous passez à regarder votre téléphone. La réponse sera peut-être instructive. Déjà, une question s'impose et elle est importante. Est-ce que tout cela s'applique uniquement aux couples encore ensemble? Qu'en est-il de ceux qui sont en train de reconstruire, après une rupture, après un divorce, après des années seuls? Qu'en est-il de ceux qui se demandent s'ils sont capables d'aimer à nouveau à 60 ans, à 65 ans, après tout ce qu'ils ont traversé? Christophe André répond à cette question avec une conviction que les années de pratique clinique ont forgée. La capacité d'aimer ne disparaît pas avec l'âge. Elle se transforme, elle s'approfondit même. Parce qu'on a moins à prouver, parce qu'on a moins d'illusions à défendre, parce qu'on a appris, souvent douloureusement, ce qui compte vraiment et ce qui ne compte pas. Et cette clarté-là, si on la porte avec sagesse et non avec amertume, c'est un cadeau extraordinaire à offrir à une nouvelle relation ou à la reconstruction d'une ancienne. L'amour à 60 ans, dit Christophe André, peut être quelque chose d'une beauté rare, pas la beauté de la passion adolescente qui brûle fort et souvent trop vite, la beauté d'un choix lucide, conscient, quotidien. La beauté de 2 personnes qui savent ce qu'elles ont traversé et qui décident quand même, les yeux ouverts, de se choisir. Il n'y a peut-être rien de plus beau que ça. Et il n'y a certainement rien de plus sain. Mais pour arriver là, il faut avoir traversé quelque chose. Il faut avoir regardé en face le piège de la lucidité froide. Il faut avoir compris que l'éveil émotionnel n'est pas une destination où l'on s'installe confortablement à l'abri des turbulences de l'amour. L'éveil est un chemin. Un chemin qui doit mener vers plus d'ouverture, pas vers moins, vers plus de présence, pas vers plus de distance, vers plus de risques joyeux, pas vers moins de vulnérabilité.
Avers, laissez-moi vous dire une dernière chose sur les éveillés et l'amour. Il y a quelque chose de profondément touchant dans le fait que les personnes qui ont le plus travaillé sur elles-mêmes sont parfois celles qui ont le plus de mal à se laisser aimer, parce qu'elles ont appris à se suffire. Elles ont appris à trouver leur équilibre intérieur sans dépendre de l'approbation extérieure, et c'est admirable. C'est nécessaire, c'est la base d'une relation saine. Mais il y a une étape de plus. Une étape que Christophe André appelle le choix de la perméabilité. Choisir délibérément de laisser l'autre vous affecter, de laisser sa joie vous toucher, de laisser son chagrin vous émouvoir, de laisser son amour vous atteindre, même si ça vous rend vulnérable, même si ça signifie que vous pourriez souffrir un jour. Parce que refuser d'être touché pour ne pas souffrir, c'est aussi refuser d'être vraiment vivant. Et Christophe André, dans ses moments les plus intimes de partage clinique, dit ceci avec une simplicité désarmante. La souffrance d'avoir aimé et perdu est toujours infiniment préférable à l'anesthésie. D'avoir protégé son cœur si efficacement qu'on n'a jamais vraiment aimé du tout. Voilà ce que les éveillés, dans leur meilleure version, ont compris. Que tomber amoureux n'est pas une perte de contrôle. C'est un acte de courage. Que l'amour conscient n'est pas un amour tiède, c'est un amour audacieux. Que la pleine conscience dans la relation ne signifie pas observer l'autre avec détachement bienveillant. Elle signifie être pleinement là, pleinement présent, pleinement humain, avec tout ce que cela implique de beauté et d'imperfection et de risque. Parce que c'est ça finalement la question que pose ce titre. Pourquoi les éveillés cessent-ils de tomber amoureux? Pas parce qu'ils sont trop sages, parce qu'ils ont parfois confondu la sagesse et la distance, parce qu'ils ont parfois pris la protection pour la liberté, parce qu'ils ont oublié dans leur beau travail sur eux-mêmes que l'amour n'est pas un problème à résoudre, c'est une présence à cultiver. Et la bonne nouvelle, celle que Christophe André tient à vous laisser avec la même chaleur qu'il mettrait dans une conversation en face à face, c'est qu'il n'est presque jamais trop tard. La recherche en psychologie positive, notamment les travaux de Barbara Fredrickson sur la résonance positive, montrent que des changements significatifs dans la qualité d'une relation peuvent s'amorcer en quelques semaines. Seulement avec des pratiques quotidiennes, simples et régulières. Non pas des pratiques extraordinaires, des pratiques ordinaires faites avec une attention extraordinaire. Déjà, une dernière question. Et elle est peut-être la plus importante de tout ce que vous avez entendu aujourd'hui. Qu'est-ce que vous attendez pour commencer? Pas demain. Pas quand les conditions seront parfaites. Pas quand vous vous sentirez prêt. Parce que l'on n'est jamais vraiment prêt pour ce qui compte vraiment. Ce soir, avec la personne qui est à côté de vous, ou dans votre mémoire, ou dans votre cœur, un regard différent, une question sincère, un moment de présence vraie, ce sont là les premières briques, petites, apparemment insignifiantes, et pourtant, comme toutes les premières briques, elles portent tout ce qui vient après. Christophe André aime rappeler cette phrase du poète chrétien Pierre Teilhard de Chardin, qui disait que le jour viendra où, après avoir maîtrisé les vents, les vagues, les marées et la gravité, nous harnacherons pour Dieu les énergies de l'amour. Et ce jour-là, pour la deuxième fois dans l'histoire du monde, l'homme aura découvert le feu. Ce feu-là, vous l'avez déjà. Il ne s'est pas éteint, il s'est peut-être recouvert de cendres, mais les cendres, ça se déplace. Doucement, avec soin, avec patience, et avec cette décision simple mais profonde de choisir, encore une fois, d'être là,